bonsoir à tous les joueurs, on se retrouve aujourd'hui pour ce jeu qu'on vient de recevoir en Kickstarter, qu'on attendait, Au cœur des ténèbres. Donc c'est un jeu de Don't Panic Game pour 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, et pour des parties de 45 minutes. Dans cette vidéo, moi je vais vous faire un petit peu l'unboxing, comme ça vous allez voir un peu ce qu'il y a dans la boîte, et je vais le découvrir d'ailleurs en même temps que vous. Et ensuite, on passera sur l'explication des règles, enfin, la démonstration des règles, si ça vous intéresse, sur la partie suivante. Allez, on va démarrer, on va peut-être juste regarder comment c'est derrière. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ça va être un jeu coopératif. Et ça, c'est des jeux qui nous intéressent bien ici sur la chaîne, vous avez dû le voir. Donc, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur immédiatement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous allons avoir la règle du jeu. Règle du jeu, on a à peu près 16-17 pages. Ouais, ça a 16 pages. C'est pas écrit bien gros, hein, comme vous pouvez le voir. Mais on va décortiquer ça ensemble sur la partie suivante. Vous avez également un livre de campagne. Alors, sur ce livre de campagne, vous avez des scénarios. Vous avez des scénarios. La campagne 1, c'est Au fond des abysses. Avec 1, 2, 3, 4 scénarios, 5, 6, 7 scénarios. Et la conclusion. Et la campagne 2, c'est Les rivages des damnés. Avec, vous avez 5 scénarios. Voilà, donc là, vous avez une partie qui va jouer le livret de campagne avec des scénarios que vous allez pouvoir découvrir dans ce jeu coopératif. Vous voyez, scénario 1.1, 1.2, la mise en place, les conditions de victoire, les règles optionnelles, etc. etc. Donc vous avez pas mal de scénarios, puisque vous en avez 7 sur le scénario 1, sur la campagne numéro 1, vous avez 7 scénarios, et sur la campagne 2, vous en avez 5. Donc on verra avec tous les petites tokens. Voilà, les voilà. Donc là, vous avez tous les tokens du jeu. Les portes cassées, les portes abîmées, les cadenas, ceci les pièges. Hop, ça vous montre un petit peu les pièges. Ça c'est le mental, la folie, la force. En même temps, je dis punch un ou deux, hein, comme ça vous permet de voir un peu ce qu'il y a. Le bateau, ça va être le fameux bateau qu'on va attendre avec impatience. Donc côté recto et côté verso, côté noir et côté blanc quand il apparaît. Voilà, donc vous avez quelques tokens qui sont ici dans le jeu. Vous avez également les plateaux. Alors ça c'est un plateau extérieur, supplémentaire, pardon, qui s'appelle les rivages de l'Ouest. Hein, voilà. Donc c'est un plus petit plateau supplémentaire, avec différents icônes qu'on verra tout à l'heure. Et vous avez le plateau principal. Voilà, là vous avez le plateau principal avec le bateau à quai. Voilà. Ici vous avez le vieux manoir, le marais, le phare, la grotte, la chapelle. Donc on verra un petit peu toutes les icônes, à quoi ça correspond, et c'est les endroits où vous allez pouvoir vous déplacer sur la map avec votre personnage. Ensuite vous avez des dés. Et hop. Voilà. Avec des faces sans réussite, avec des faces avec réussite. Donc vous avez, voilà, chaque fois vous avez 4 faces sans réussite et 2 faces avec réussite. Voilà, donc ça c'est des dés spécifiques pour les tests. Vous avez ensuite les cartes, les différentes cartes du jeu. Alors ici on a, voilà, donc c'est ce qu'on appelle les cartes apparition, et vous avez également des cartes événements. Voilà, qui sont de ce style-là, qui ont le même dos. Donc il y a 6 cartes événements et 49 cartes apparition. Les cartes événements, c'est du petit texte qui est indiqué dessus. Les cartes partition, c'est 3 lieux. Et on verra sur quel lieu apparaissent les monstres. Et vous avez les cartes également de l'extension, donc qui vont avec le plateau d'extension que je vous ai montré juste avant. Ça, c'est donc le type de paquet que vous allez avoir.
Vous allez avoir des personnages. Voilà, les petits personnages. Ils vont se positionner, je suppose, ici. Voilà. Hop. Voilà. Ces petits personnages que vous avez là. Voilà, donc ça c'est un des protagonistes de l'histoire, mais vous allez en avoir plusieurs. Vous allez avoir également hop là, des monstres à affronter de ce type-là. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu particulier, hein, c'est des standees, mais c'est pas du carton, c'est des sortes de plastique dur. C'est assez particulier, mais c'est assez sympa. Voilà, donc ça c'est les personnages et les monstres. Et vous avez également encore des cartes. Vous avez les aides de jeu. Voilà, les aides de jeu que chaque joueur va pouvoir avoir. Vous allez avoir les cartes de personnages qui vont distribuer les faces cachées au départ. Voilà, ça vous donne votre personnage que vous allez pouvoir avoir. Alors Madame Rose, le soldat Maximilien Fargo, l'explorateur Vince Surrender, voilà, avec un graphisme très particulier mais que j'aime bien. Voilà, donc ça c'est les personnages, donc vous avez 6-7 personnages possibles. Vous allez avoir également les cartes butin ou objets personnels, donc là il y en a 61 cartes. Voilà, donc ça c'est les cartes que vous allez pouvoir récupérer, fabriquer un piège, vous allez avoir journal du dément, c'est des quêtes, médicaments inconnus, trousse de test, un fusil, une hache. Voilà, vous allez pouvoir vous équiper un fusil à double canon, et pouvoir vous équiper quand même pour essayer de combattre des bots, une bible, une boule de cristal. Alors il y a des objets qui sont les objets de départ de certains personnages, mais vous allez également pouvoir en récupérer d'autres sur l'île pour vous défendre et ou essayer d'avoir des quêtes ou de tuer des monstres. Voilà, donc ça c'est les cartes butin. Les cartes butin et objets personnels. Donc on a vu les cartes personnages, on a vu. Et les dernières cartes, c'est les cartes malédiction. 12 cartes malédiction. Voilà. Avec, vous voyez, les péchés, la fierté, l'envie, l'apathie, la peur, le désespoir, la possession, la fierté, etc. Donc ça, voilà, ça c'est les cartes malédiction avec leur petit dos de malédiction. Donc si on résume, on a les cartes malédiction, on a les cartes butin commandement, une soixantaine, on a nos cartes de personnages, voilà, et on a nos cartes aides de jeu. À l'issue de tout ça, on a également donc un livret de campagne, un livret de règles, les personnages dans leur petite apparition, quelques tokens et les 2 plateaux de jeu. Voilà ce que vous avez dans ce jeu au cœur des ténèbres. Alors, vous allez voir après, si vous regardez c'était pour l'explication de règles, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne, comment ce jeu coopératif qui est un petit peu particulier. Hein, c'est un jeu coopératif où vous n'aurez pas cette notion de leader, hein, de personne qui prend le lead. Et en fait c'est du coopératif, mais c'est lui qui dirige un petit peu tous les autres. Vous verrez que dans celui-là, on ne peut pas faire comme ça du tout. Donc si ça attise votre curiosité, je vous invite tout de suite pour la deuxième partie qui est les règles. Allez, à tout de suite! Voilà, nous revoilà au cœur des ténèbres. Je vous ai plongé dans le noir pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Allez, on va revenir à un état normal, on va pouvoir réallumer tout ça et rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Alors, comment se déroule une partie de Au cœur des ténèbres? Donc là, j'ai déjà commencé par mettre la mise en place. Donc la mise en place, on a mis le plateau de jeu là au milieu. On a tiré au hasard un joueur par personne. Donc moi, j'ai eu le pasteur John Preston. Voilà. Donc qui a un objet de départ qu'on va récupérer grâce au petit symbole qui est en dessous et qu'on va retrouver également au-dessus de l'objet. Donc lui c'est une Bible, donc qui indique que cet objet personnel, hein, c'est écrit objet personnel, ça permet d'identifier déjà
ceux qui sont objets personnels ou pas dans le paquet. Au combat, votre force est considérée comme augmentée de 1 si vous avez utilisé l'action discuter et échanger à ce tour. Voilà, donc j'ai récupéré mon personnage également, que vous voyez ici. Voilà, mon petit personnage du pasteur. Je mélange ensuite les cartes apparition et les cartes événements. Donc on va mélanger tout ce paquet-là, en enlevant bien sûr les objets personnels des autres protagonistes qui ne jouent pas. Voilà. On a formé la réserve de jetons un peu plus loin. On a mis la piste des ténèbres sur le 1, ici, donc sur la première case. Comment on gagne une partie au cœur des ténèbres? Donc comme je l'ai dit, c'est un jeu coopératif, donc on va gagner ou perdre tous ensemble. Je pense que vous connaissez le principe. Donc pour gagner, tous les joueurs doivent se retrouver au port. Voilà, donc le but, ça va être de se retrouver ici, au port. Alors que le jeton navire de secours, donc le jeton que vous avez ici, voilà, s'y trouve face visible, tout en ayant accompli autant de quêtes qu'il y a de protagonistes. Donc si je joue tout seul, je devrais atteindre une quête, faire venir le bateau, et on verra comment on peut faire venir le bateau, et qu'il arrive à quai, et que je puisse donc être au port, et à ce moment-là j'aurai gagné. Si on joue à 2 jours, il faudra 2 quêtes accomplies, 3 jours, 3 quêtes, etc., etc. Voilà comment on va gagner la partie. Donc les quêtes, vous allez les retrouver cachées ici, à l'intérieur de ce paquet-là. Donc il faudra aller fouiller les cartes butin pour pouvoir récupérer des quêtes. On verra également comment on va devoir se battre un petit peu contre les monstres de l'île. En tout cas, pour devoir les repousser. On verra également qu'il y a une notion de silence dans le jeu. C'est ce que je disais, c'est ce qui le différencie des autres jeux coopératifs pour moi. Mais on va en reparler après de cette loi du silence qui règne sur l'île et comment on peut la rompre, et surtout qu'il ne faut pas la rompre. Et comment on perd? Si le marqueur des ténèbres atteint le 7 qui est ici, ou si un protagoniste est tué et qu'il n'y a plus aucun survivant. Tous les joueurs ont alors à ce moment-là perdu la partie. Le navire de secours, on va en parler tout de suite. Donc le navire de secours que vous allez avoir besoin d'appeler. Donc pour pouvoir l'appeler, il faut qu'il y ait un des joueurs, donc un des protagonistes qui se rende au phare. Voilà, donc il faudra dans un premier temps se rendre au phare, qui est ici, le phare, pour y jouer 3 pièces de radio parmi les 5 qui se trouvent dans le paquet butin. À l'intérieur du paquet butin, ici, vous allez avoir des pièces de radio. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, vous allez avoir 5 pièces de radio à l'intérieur. Il va falloir en trouver 3. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, ça, c'est une pièce de radio. Voilà. Donc, c'est écrit dessus. Défaussez cette carte au phare avec 2 autres pièces de radio pour placer le marqueur ténèbres à 5. À 5, donc le marqueur ténèbres va automatiquement aller à 5. Et appeler le navire de secours. Chaque fois que vous rompez le silence, vous pouvez défausser cette carte au lieu de piocher 2 cartes malédiction. Puisqu'on verra cette histoire de rompre le silence, que je vous parle depuis tout à l'heure. Donc voilà comment aller chercher le navire. Donc il va falloir aller au port avec 3 pièces de radio. Donc un seul protagoniste. À la fin de la prochaine manche, donc une fois qu'on a fait ça, à la fin de la prochaine manche, donc au début le jeu de navire est comme ceci. À la fin de la prochaine manche, il passera sur son côté visible. Donc ça veut dire qu'il est au port et qu'il peut ramener le protagoniste sur le continent sous réserve qu'il s'est accompli suffisamment de quêtes. Voilà un petit peu comment vous gagnez, comment vous perdez. Comment le jeu va se passer? Donc déjà vous allez avoir un protagoniste que vous avez ici qui a des valeurs. Donc il a une valeur de force, ici la petite tête que vous avez là, il a une valeur de raison. Donc là typiquement mon pasteur il a 1 en force et 3 en raison. Il a également une compétence qui se situe en dessous de son nom. Ici c'est, vous pouvez changer des cartes malédiction. Et donc il a 1 en force, 3 en raison. Donc c'est le nombre de dés que vous allez pouvoir jeter quand vous allez faire des tests. On va voir également le nombre d'actions qu'on peut mener. Et on peut avoir jusqu'à 5 cartes en main, mais les cartes malédiction pourraient éventuellement venir perturber tout ça. Si à un moment donné,
pour X ou Y raison, la force ou la raison de votre protagoniste tombe à 0, celui-ci vient mourir, ou si vous avez au moins 4 cartes malédiction dans la main, vous venez également à être tué. Chaque fois qu'il y a un protagoniste qui est tué, le marqueur des ténèbres va avancer d'une case. À ce moment-là, vous allez mélanger vos cartes malédiction que vous avez dans votre main dans le paquet malédiction. Vous allez le tour d'après pouvoir débuter avec un nouveau protagoniste qui va rentrer. Et s'il n'y a plus aucun protagoniste qui est disponible, à ce moment-là, vous aurez perdu la partie. Vous pourrez également récupérer les cartes que le protagoniste mort a laissées. Pour une action, vous pourrez récupérer toutes les cartes d'un protagoniste qui a été tué. Voilà. Ce protagoniste ne pourra pas revenir en jeu, mais vous avez l'occasion de pouvoir récupérer les éléments qu'il aurait éventuellement laissés. Avant de rentrer maintenant dans les étapes du jeu, dans les phases du jeu, je vais vous parler de pourquoi ce jeu est différent en termes, enfin pour moi, en termes de coopératif. Parce qu'il y a la loi du silence sur l'île. Sur l'île, il y a un silence oppressant. On n'entend que le vent. Les joueurs n'ont pas le droit de communiquer au cours du jeu. Donc on n'a pas ce phénomène de leader. Celui qui joue est totalement libre de faire ce qu'il veut. Les autres joueurs ne peuvent pas communiquer, mais ils ne peuvent pas communiquer de façon verbale, mais également par des gestes d'humeur ou d'autres types de gestes. La règle spécifie la chose suivante. Toute déclaration, question ou réaction, même un cri de joie ou un gémissement de dépit, qui pourrait influencer la décision d'un autre joueur à n'importe quel moment du jeu, rend son auteur coupable d'avoir rompu le silence. Et à ce moment-là, celui-ci doit piocher 2 cartes malédiction. Et n'oubliez pas qu'à 4, vous êtes mort. Hein. Voilà. Donc ça, c'est très très important, cette loi du silence, puisque c'est ce qui va faire le sel du jeu. C'est-à-dire que on est ensemble sur cette île, mais on ne va pas pouvoir communiquer. On va pouvoir le faire, mais vous verrez comment. Là, il met des exemples. Hein. Lucas annonce qu'il va se rendre à l'ancien complexe militaire. Il a rompu le silence car il a annoncé à l'avance ce qu'il allait faire. Ça, il ne peut pas le faire. Aurore, qui était une autre joueuse, râle et tape du poing sur la table car elle souhaitait y aller aussi. Elle a également rompu le silence. Elle doit elle aussi prendre 2 cartes. Donc vous voyez, la loi du silence va être très très important au niveau du jeu. Donc une fois qu'on a compris ça, on sait que ça va être un jeu particulier. Allez, on rentre maintenant dans la structure de la manche, et donc ça on va s'aider de notre petite tête de jeu pour voir comment ça fonctionne. Mais n'oubliez jamais cette loi du silence dans ce jeu-là. La manche elle va se faire en 3 phases. Il y a une première phase qui est la phase apparition. Donc au début de chaque manche, on va donc autant de cartes d'apparition qu'il y a de joueurs. Et les cartes d'apparition vont faire souvent apparaître des créatures. Mais des fois aussi, vous aurez éventuellement des cartes événements. Les monstres qu'on va affronter, ce sont des rampants. Donc les rampants, en règle générale, c'est ces monstres comme ceci que je vais vous montrer. Voilà, ceci est un rampant. C'est le monstre qu'on va affronter le plus fréquemment. Mais on verra qu'il y a aussi un gardien. Parce que le gardien est beaucoup plus fort, hein, bien évidemment. Et on a également des dévoreurs. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ressemblent ces monstres. Voilà, ici on a un dévoreur. Voilà, ça c'est le dévoreur. Et on a également, donc, voilà, on a également le gardien. Un petit peu le boss du jeu qui est ici. Voilà, donc vous allez avoir des rampants, des dévoreurs et éventuellement le gardien. Donc, au début de la manche, on révèle autant de cartes d'apparition que de joueurs. Les cartes, c'est celle-ci, que je vous avais présentée tout à l'heure à l'ouverture de la boîte. Je vais la mettre ici. Voilà. Et en fonction du lieu où nous sommes, alors je vais en prendre plusieurs pour vous montrer. Hop. Voilà. Donc, en fonction du niveau de ténèbres où nous en sommes, nous allons regarder le haut de la carte, le milieu de la carte ou le bas de la carte, voilà, pour faire apparaître les monstres. Donc ici, vous avez le haut de la carte qui est la porte sud, vous avez le milieu de la carte qui est le phare, et vous avez le bas de la carte qui est le vieux manoir. Voilà. Donc pour chaque carte d'apparition, on va placer un rampant sur un des 3 lieux, donc le lieu qu'on va lire en fonction de notre niveau de terreur. Donc là au début, on aura un rampant qui va apparaître
porte sud. Donc je viendrai le mettre sur la porte sud, qui se situe ici. Voilà. Si jamais sur la carte vous avez un dévoreur ou le gardien qui apparaît, à ce moment-là, il va falloir mettre le gardien ou le dévoreur. Sur celle-ci, par exemple, au milieu, sur la chapelle, là vous avez le symbole du gardien, donc c'est-à-dire que là, je ferai apparaître le gardien sur la chapelle. Si je fais le haut, ce sera plutôt la porte nord avec un rampant. Voilà comment ça va fonctionner. Donc la phase 1, les apparitions. Donc la plupart, comme vous voyez, vont faire apparaître des monstres. Si c'est une carte événement, vous lisez la carte événement, donc qui va handicaper un petit peu plus le jeu, puisqu'il va falloir s'en débarrasser cette carte événement, et chaque carte événement va indiquer dessus comment vous allez pouvoir vous en débarrasser. Si j'en prends une pour vous montrer, voilà, par exemple ici, vous ne pouvez pas engager le combat s'il n'y a pas d'autre protagoniste sur votre lieu, défaussez cette carte à la fin de la manche. Donc c'est à la fin de la manche qu'il faudra s'en débarrasser. Voilà, donc la phase 1, apparition, on tire autant de cartes apparitions qu'il y a de joueurs, on fait apparaître les différentes apparitions où on met en place les événements. Alors vous avez également cette piste des ténèbres. Cette piste des ténèbres, elle va mesurer l'évolution des ténèbres sur l'île. Plus ça va avancer, plus le jeu va devenir de plus en plus dur à réussir. Donc chaque fois qu'on va devoir placer un jeton port détruit sur le plateau, chaque fois qu'un rampant atteint le cœur des ténèbres, ou qu'un protagoniste est tué, la piste des ténèbres va évoluer. Voilà un petit peu comment la piste va évoluer ici, sur cette piste-là. N'oubliez pas que s'il arrive sur le 7, le jeu est perdu. Donc je répète, chaque fois que vous devez placer un jeton port détruit sur le plateau, chaque fois qu'un rampant atteint le cœur des ténèbres qui est ici, ou chaque fois qu'un des protagonistes est tué. Donc c'est très important parce que plus la piste des ténèbres va avancer, plus le jeu va devenir difficile et plus le gardien va avoir également de vie. On verra un peu comment. Mais voilà, donc ça c'est hyper important que le jeu va, plus il avance, plus c'est compliqué pour les joueurs. Ensuite, la phase 2, ça va être au tour des joueurs. Donc chaque joueur peut jouer quand il le souhaite. Donc il n'y a pas d'ordre de tour défini, on ne va pas dans le sens des débuts de montre ou autre. Alors pour ne pas rompre le silence, c'est le seul moment où vous pouvez dire je souhaite jouer mon tour ou je ne souhaite pas jouer mon tour maintenant. Ça vous avez le droit de dire, c'est ne pas rompre le silence. Mais c'est les seules choses que vous pouvez faire pour dire que si vous voulez jouer ou pas. Une fois que c'est à votre tour de jouer, une fois que vous avez décidé que c'est à votre tour de jouer, vous allez avoir un certain nombre d'actions en fonction du nombre de joueurs. À un joueur c'est 5 actions, à 2 joueurs c'est 6 actions, à 3 joueurs c'est 4 actions, à 4 joueurs c'est 3 actions. Donc quand c'est à votre tour de jouer, vous allez jouer les actions une par une, donc en fonction du nombre d'actions que vous avez droit. Les actions possibles. Les actions possibles, c'est se déplacer. Donc c'est se déplacer d'un lieu, en suivant bien sûr les petits pointillés que vous avez là. Donc ça c'est se déplacer, c'est une action. Sachant que vous pouvez faire plusieurs fois la même action, donc vous pourrez vous déplacer plusieurs fois si vous le voulez. La deuxième action qui est possible, c'est discuter et échanger. C'est le seul moyen que vous allez avoir de pouvoir discuter avec les autres joueurs de façon privée. Donc si vous vous retrouvez sur un même lieu qu'un autre personnage et que vous utilisez l'action discuter et échanger, vous allez pouvoir parler avec ce joueur. Vous pouvez aussi échanger des cartes avec lui, donc vous allez pouvoir vous montrer vos mains et échanger vos cartes. Donc d'un commun accord bien évidemment. Vous pouvez également vous donner ou prendre des jetons pièges qu'ils pourraient avoir. Quand on parle de parler en privé, ça va être soit en utilisant un papier et un crayon pour pas que les autres entendent, soit en murmurant mais vraiment très discrètement à l'oreille de l'autre joueur, ou même, ils disent même par texto, pour ceux qui auraient des moyens plus modernes pour communiquer. Mais ça va être le seul moyen que vous allez pouvoir communiquer avec les autres joueurs. C'est quand vous êtes sur le même lieu que lui et que vous utilisez l'action discuter, échanger. Et ça, c'est ce qui doit rajouter, à mon sens, un petit peu depuis mon jeu, c'est que vous allez pouvoir uniquement à ce moment-là parler de stratégie ou parler de ce que vous voulez faire. La troisième action possible de votre joueur, c'est engager un combat. Donc là, pour ça, vous allez jeter des dés et on verra comment vous allez gagner le combat. Les autres possibilités, ça va être les actions que vous avez de disponibles à certains endroits du jeu. Ici, par exemple, avec ce marteau là, vous allez pouvoir avoir l'action assembler.
Ici, dans le tunnel du Nord, le petit truc bleu là, vous allez avoir l'action emprunter. Ici, dans la caverne du rituel, vous allez avoir l'action consulter. Vous allez avoir une action qui s'appelle aussi récolter, mais qui, ici par exemple, à la porte est, réparer, pardon, pas récolter, réparer. Voilà. Voilà, ça aussi c'est des actions qui vont être faisables uniquement dans certains lieux. Vous avez également des actions gratuites, qui vont être la possibilité de jouer une carte, donc révéler une carte putain de votre main et résolver son effet. Ensuite vous allez la défausser ou la récupérer en fonction de la carte. Vous allez pouvoir défausser une carte de votre main face cachée dans la défense. La seule moyen de défausser une carte malédiction, il faudra bien lire ce qui est indiqué dessus parce qu'elles ont leur propre instruction dessus, les cartes malédiction. Vous allez pouvoir poser un piège. Donc ça vous permet de poser un piège pour mettre les monstres dedans, ou vous allez pouvoir fouiller. Donc là pour ça il faut l'icône de fouille, c'est le sac que vous avez, un petit sac dessiné, qui va vous permettre de récupérer les cartes putain, et donc c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher des quêtes. Ne l'oubliez pas, et chercher les pièces radio pour pouvoir aller au phare et appeler le bateau. Voilà un petit peu les actions que vous allez pouvoir avoir. Il y a un lieu particulier qui est le cœur des ténèbres ici. Lorsqu'un des protagonistes entre dans ce lieu, il pioche immédiatement une carte malédiction. Lorsqu'un rampant entre dans ce lieu, on l'a vu tout à l'heure, il est retiré du plateau, mais le marqueur ici avance d'une case. Donc ça, c'est un lieu assez risqué pour nous, protagonistes, pour nous, joueurs. Vous avez vu qu'il y a également des portes. Vous avez 3 portes. La porte nord, la porte est et la porte sud. Vous avez 3 portes dans le jeu. Chaque fois qu'une créature va se déplacer sur l'emplacement d'une porte, elle va y poser un jeton porte endommagé, c'est-à-dire qu'elle va endommager la porte. C'est uniquement l'action réparer qui va permettre de réparer ces portes. Qu'une porte est détruite, donc ça va arriver dès qu'elle va recevoir son 3e jeton porte endommagé. À ce moment-là, une fois qu'elle est détruite, on ne peut plus la réparer, elle est détruite, et le marqueur des ténèbres avance de là. Donc n'oubliez pas, voilà, vous pouvez réparer les portes ici, que les portes, chaque fois qu'un monstre va aller dessus, il va l'endommager. Au bout de 3 jetons endommagés, la porte est détruite. Donc là, vous avez un marqueur pour détruite, on ne pourra plus jamais rien faire. Et bien sûr, ça ne bloque plus le déplacement des monstres, parce que sinon les portes, pour l'instant, bloquent le déplacement des monstres. Donc ça, c'est une stratégie aussi de pouvoir bloquer le déplacement des monstres et de les réparer au fur et à mesure, sachant que pour réparer, c'est l'ancien complexe militaire et éventuellement des cartes. On a également les pièges qu'on a vu tout à l'heure. Les pièges vont permettre, et un piège va tuer toutes les créatures qui entrent sur un lieu lors du tour d'un joueur, ou lors de la phase de déplacement des créatures. Et c'est à la fin du tour que le piège va retourner dans la réserve. Au niveau des combats, on a parlé tout à l'heure d'un combat, donc on peut faire une action pour lancer un combat, et donc on va lancer les dés pour essayer de tuer, tenter en tout cas de tuer une créature. Déjà dans un premier temps, on va pouvoir jouer une carte arme si on en a une. Ensuite, une fois qu'on a joué la carte arme, on va jouer autant de dés que la force actuelle de notre protagoniste. Donc là, moi, le pasteur Rochard est 1, mais j'ai la Bible que j'aurais pu jouer, qui, je vous rappelle, permet d'augmenter de 1 ma force si j'ai utilisé l'action discuter ou échanger pendant ce tour-là. Chaque fois, je vais faire un succès. Donc chaque fois, un succès, c'est le petit symbole comme ceci. Donc vous en avez 2 sur les 6 phases de dés. Donc chaque fois que je vais faire un succès, je vais pouvoir tuer un rampant ou un dévoreur de mon lieu, ou je vais pouvoir diminuer la vie du gardien d'un cran par succès obtenu. Le gardien est bien sûr tué lorsque sa vie arrive à 0. Chaque fois que je vais tuer un rampant ou un dévoreur, bien sûr, tout cela va retourner dans la réserve. Voilà, donc là on a vu toutes les actions des joueurs, que je vous rappelle une dernière fois. Ils peuvent se déplacer, discuter, échanger, le seul moyen de communiquer dans le jeu. Ils peuvent engager un combat, ils peuvent assembler, consulter, réparer en fonction des lieux où ils se situent. Il y a des actions gratuites qui sont de jouer des cartes, de défausser des cartes, de poser un piège. La 3e phase, c'est le déplacement des monstres. C'est la dernière phase de la manche, donc le déplacement des monstres. Donc leur but, ça va être d'aller renforcer les ténèbres et de venir dans le cœur des ténèbres, surtout au niveau des rampants. Première chose à faire lors du déplacement des monstres, tous les protagonistes qui seraient encore présents sur un lieu où il reste des créatures perdent immédiatement une raison. Et je vous rappelle que si à un moment donné votre force ou votre raison est à 0, vous êtes tué. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc tous les protagonistes présents sur un lieu où il y a des créatures perdent une raison. Ensuite, chaque créature en jeu vont se déplacer d'une case, en commençant par le gardien, puis les dévoreurs et enfin les rampants,
selon des instructions suivantes, le gardien et les dévoreurs se déplacent vers les protagonistes les plus proches, ou celui qui a agi en dernier en cas d'égalité, et les rampants se déplacent vers leur cœur des ténèbres en empruntant le chemin le plus court. Alors d'ailleurs, une petite parenthèse, je vous ai parlé du gardien qui était plus fort que les autres monstres. Donc ça, il y a un petit jeton vie du gardien. Quand le gardien apparaît, sa vie va dépendre du niveau où il se situe. Donc si le jeton est ici, au 1, il n'a qu'une vie, mais si le jeton des ténèbres a 3, il va donc avoir 3 vies. Donc vous voyez, plus les ténèbres avancent, plus le gardien a de vie. Donc là, dans l'exemple où si je mets mon jeton des ténèbres est à 3, quand mon gardien apparaît, il va avoir 3 vies, et je vais donc devoir le toucher plusieurs fois pour qu'il ait plus de vie, et jusqu'à ce qu'il meure. Petite explication au niveau des règles. Un effet de carte ne peut jamais tuer le gardien directement. Si une situation se produit telle quelle, le gardien va perdre 3 vies. La seule manière de tuer le gardien, c'est vraiment de réduire sa vie à 0. Donc hein, s'il est à 7, ou à 6, pardon, parce qu'à 7 on aurait perdu, mais à 6, et que le gardien, vous avez une carte qui permettrait de tuer un monstre, ne tuera pas le gardien, il va lui enlever 3 vies à la place. Voilà, donc les créatures vont se déplacer, donc la manière dont on le tient, c'est-à-dire le dévoreur et le gardien vers le protagoniste le plus proche, et en cas d'égalité celui qui a agi en dernier, les rampants toujours en direction du cœur des ténèbres. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Si le créature atteint un piège, elle est tuée. Bien sûr, ce sera qu'à la fin du tour qu'on va enlever le piège, donc ça veut dire que si plusieurs créatures rentrent dans le lieu où il y a le piège, le piège va pouvoir tuer plusieurs créatures. Si une créature atteint un lieu qui est occupé par un protagoniste, alors chaque protagoniste sur ce lieu perd une force. Hein, tout à l'heure, on a vu qu'au démarrage de la phase 3, s'il y a des protagonistes qui sont encore sur les lieux des monstres, ils perdent une raison. Là, quand un monstre rentre dans un lieu où il y a un protagoniste pendant sa phase de déplacement, il va lui enlever une force. Si le dévoreur ou le gardien, qui je vous rappelle, doit se déplacer vers un lieu occupé le plus proche par un protagoniste, s'il est déjà sur un lieu occupé par un protagoniste, il ne se déplace pas. Et il enlève directement une force à tous les protagonistes sur ce lieu. Si une créature atteint une porte, elle va donc endommager cette porte. S'il y a moins de 2 jetons portant endommagés, elle va en rajouter un. Sinon, si c'est le 3e jeton, elle enlève les 2 jetons portant endommagés qui étaient dessus et place un jeton pour détruire la place. Et donc, on va annoncer à ce moment-là, ici, le curseur de 1. Et bien sûr, si un rampant atteint le cœur des ténèbres, à ce moment-là, il sort du plateau et le marqueur des ténèbres avance une case également. Une fois que toutes les créatures ont fait leur déplacement ou leur attaque, on regarde si les conditions de victoire, gagner ou perdre la partie, sont atteintes par l'un ou l'autre des équipes. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on lance une nouvelle manche. Voilà, donc vous avez vu un petit peu comment fonctionnait le jeu. On verra donc un petit peu plus dans la partie au niveau des cartes, surtout comment elles fonctionnent. Donc si nous on va essayer de faire une partie, de filmer cette partie, de vous la montrer, et ça vous permettra un peu d'assimiler peut-être mieux les règles que de façon expliquée comme ceci. Je vous rappelle simplement donc une manche, c'est 3 phases. Phase d'apparition des monstres, une phase 2 qui est le tour des joueurs, et n'oubliez pas de ne pas rompre le silence, de ne pas parler. Une 3e phase qui est le déplacement des créatures. Voilà. Et on va tourner comme ça jusqu'à ce que nos protagonistes aient réussi à faire l'action, appeler le bateau et pouvoir partir dessus, ou alors malheureusement que le mal a atteint le maximum de terreur. Et on a vu tout à l'heure qu'il y a cette manière de fonctionner, qui est la partie classique, et après il y a toute une partie de campagne où vous allez pouvoir jouer sur une campagne complète avec les mêmes protagonistes sur plusieurs scénarios. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'y jouer. En tout cas, moi, pourquoi pas. J'aime bien ce principe de rompre le silence qui me plaît bien, enfin de ne pas rompre le silence, et ce principe aussi de se retrouver au même endroit, puis de simplement pouvoir discuter avec le joueur que vous avez rejoint. Je trouve ça assez sympa. En tout cas, on a hâte de tester ça. Moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est toujours sympa pour nous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Bonne soirée.